Je suis très heureuse de dialoguer ce matin avec Michal autour d'Aaron Appelfeld, de lui, de son œuvre et de son regard très particulier que nous aimons toutes les deux. On va débuter la discussion et commencer par parler de ce livre qui vient de paraître à l'École des loisirs, De longues nuits d'été, dont la couverture peut vous étonner par rapport pour les lecteurs assidus d'Aaron Appelfeld, dont la couverture peut vous étonner par rapport au livre précédent. Ce livre est paru donc dans une collection pour la jeunesse, destinée à la jeunesse, alors qu'en Israël, le livre était publié dans une collection de littérature générale chez son éditeur habituel. Mais, et je trouve ça très intéressant, c'est Aaron qui a choisi de publier ce livre en France à destination de la jeunesse. Il avait publié il y a 2 ans déjà Adam et Thomas pour les plus jeunes, et il a eu l'impression qu'en France, la littérature jeunesse était bien vivante, respectueuse du lecteur, respectueuse des jeunes lecteurs, s'adressant à la fois à leur sensibilité et leur intelligence. Et il a eu envie de récidiver en offrant ce texte aux adolescents. Mais je fais cette précision parce que c'est un roman qui est un roman aussi pour nous, grands enfants, pour nous adultes. Et je pensais commencer peut-être par la lecture des premières pages, et puis nous discuterons avec Michal. Il marchait de champ en champ et de clairière en clairière, faisant de temps à autre une halte avant de poursuivre. Quand une source ou un puits se présentait à eux, Yannick remplissait un seau, il se lavait la figure et buvait jusqu'à plus soif. « Tu es fatigué » demandait Sergueï. « Non. Reposons-nous un peu, puis nous continuerons d'avancer. » Ils erraient ainsi, et toujours les mêmes visions s'offraient à eux. Au printemps et en été, ils se reposaient sous un arbre. En automne et en hiver, ils dormaient dans des auberges ou des presbytères. Avec le peu d'argent que les gens leur donnaient, ils achetaient de quoi manger, mais certains jours, la faim les tenaillait. On les appelle les vagabonds, et parfois, on les agresse dans un village. Sergueï dit alors, « C'est notre lot dans ce monde, il ne faut pas se plaindre. Celui qui se plaint n'est qu'un pauvre bougre. » Ils évitent de parler en marchant. Lorsque Sergueï pose une question, Yannick répond par un mot ou deux. Le vieux Sergueï n'aime pas les bavardages. Parfois, un jour entier s'écoule sans qu'un mot ne soit prononcé. La plupart du temps, ils arrivent au village à la tombée de la nuit avec le retour des troupeaux. Yannick aime beaucoup cette odeur, cette heure, l'odeur du trèfle coupé, les effluves de lait et de pain. Ils n'entrent pas vraiment dans le village. Ils demeurent en lisière, posent leur paquetage dans une clairière près d'un point d'eau. Yannick raconte au vieux Sergueï ce que ses yeux voient. Les changements ne sont pas nombreux, mais lorsqu'ils en découvrent un, il est heureux d'en faire part. Le vieux Sergueï est aveugle, mais incline la tête de manière attentive. Parfois, il pose une question sur un bâtiment ou un entrepôt dont il a le souvenir. Sa mémoire est d'une limpidité étonnante. 1 an et demi auparavant, le père de Yannick avait accompagné son fils chez le vieux Sergueï en pleine nuit, en lui disant « Je te laisse mon fils, prends soin de lui mon ami ». « Bien sûr », avait répondu le vieux Sergueï, avec sa façon stupéfiante d'aller à l'essentiel. « Prends aussi ce petit paquet. Il contient un peu d'argent liquide, nos alliances et nos montres. Nous allons être déportés demain. » Alors voilà, le début de ce livre « De longues nuits d'été », dont nous avons un petit peu discuté avec Michal hier, et tu m'as dit, ce qui m'a touchée puisque j'ai eu le même sentiment, que tu étais en train de lire La route de Cormac McCarthy, et qu'il y avait quelque chose dans ce livre qui faisait écho. Oui, il y a un écho étonnant. Les 2 livres étaient écrits à peu près au même moment. Et puis le thème du voyage, de vagabondage, de cet pèlerinage, je dirais même, chez Appelfeld demeure déjà depuis longtemps dans son œuvre. C'est presque l'axe central. Il y a la destruction dans les 2 livres,
il y a le combat du mal et du bien, il y a la sagesse, il y a le père et le fils dans la route, il y a Sergueï, le non-juif, vieil combattant, vieil officier d'armée, d'une part, et un enfant juif citadin, au début sauvage ou costaud à la fin, chez Appelfeld. Mais je crois qu'il y a une grande différence entre les deux livres. La quête, c'est ce pèlerinage est une quête vers où va chacun des livres. Et ce que je trouve toujours étonnant dans l'œuvre d'Appelfeld, c'est cette quête inlassable, constante, vers une lueur de lumière, vers l'humain, vers l'espoir, en ne faisant pas d'économie en route de la méchanceté humaine, du ravage, de la cruauté, mais il y a une nécessité constante dans son œuvre de le franchir à chaque phrase. Tandis que chez McCartney, je crois qu'il y a un accent pessimiste beaucoup plus grand, et c'est la méchanceté. Les hommes, les autres sont toujours le mauvais. Et donc c'est une autre vision. Je crois que le livre de McCormack est très influencé par la littérature de la Shoah. Ça, c'est un autre débat. C'est une sorte de, je crois, une répétition, comme un peu Toni Morrison aussi. C'est une trame qui devient déjà universelle dans ce sens-là, la souffrance, si vous voulez, la Via Dolorosa, comme structure mythique profonde, et la quête vers le Graal. Mais chez Appelfeld, il y a quelque chose de mystique, de chassidique, je dirais. Et dans ce livre, il y a la sagesse de Sergueï, de Carpathe, de César, de ce vieil sage de l'Europe de l'Est, et d'une part, et de l'autre part, ce résidu qui passe chez un enfant, et d'un mystique juif, et qui sont tous de ce pays de pèlerinage qu'Appelfeld crée dans son grand œuvre d'un livre à l'autre. Oui, alors moi, il y a deux choses qui me semblent importantes dans ce que tu viens de dire. Quand tu dis que chez Cormac McCarthy, on a une influence très grande de la littérature de la Shoah, il faudrait peut-être dire que justement, Aaron Appelfeld ne considère pas être un écrivain de la Shoah. Alors ça semble très souvent un paradoxe par rapport à ce qu'on pourrait appeler la thématique, ou en tout cas le cadre de la plupart de ces romans qui s'inscrivent avant la Seconde Guerre mondiale, pendant ou après, et qui sont toujours, ou presque toujours en contact avec cette période, et pourtant il refuse obstinément ce qualificatif en disant en disant en quelque sorte que pour lui, et on l'a vu dans le film hier soir, on a d'une certaine manière réduit l'extermination des Juifs. Moi non plus, je n'utilise pas beaucoup le mot Shoah comme lui, mais on a réduit l'extermination des Juifs à un événement historique. Or, chez Appelfeld, c'est un événement qui paraît presque ahistorique et qui est beaucoup plus de l'ordre de l'expérience humaine et de l'expérience existentielle. Absolument, et aussi d'une structure mythique qui est constante. Donc chez lui, et c'est de ce point de vue, c'est touchant que ce livre sort dans la collection de l'école de loisirs, parce qu'il y a toujours le côté conte, le conte de fées, ou le conte mystique, ou le conte d'enfant, et dans le sens que ça touche le base même de ce qui est le narratif. Qu'est-ce que c'est la mémoire collective? Qu'est-ce que c'est cette structure narrative qui contient justement en miroir les structures de l'âme construite à la conscience? Et dans ce sens-là, même son traitement de cette époque, quand on appellera donc époque, pour ne pas mentionner le nom, de cette époque et cette grande brisure, cette catastrophe, ce cataclysme de l'humanité, et traité pas comme un fait historique, mais comme un fait de la conscience collective, comme presque un conte biblique, dans ce sens-là. Tout à fait.
Et il y a une deuxième chose qui me semble importante aussi. Tu as rappelé que Sergueï est donc un bon chrétien, dans tous les sens du terme, là pour le coup. On a chez Aaron très souvent dans ses romans un personnage extérieur à l'histoire du héros, au début en tout cas, qui vient justement de façon très affirmée de ce monde catholique, pas forcément pratiquant, mais ayant gardé une relation très profonde au catholicisme, à Dieu. Parfois même, ce sont les catholiques dans les romans d'Appelfeld qui rappellent aux juifs qu'ils sont juifs. Oui, c'est extrêmement intéressant la manière que Aaron traite le regard de l'autre. Si on pense à l'œuvre de Sartre, la question juive, où je trouve que le chapitre le plus génial, c'est le portrait de l'antisémite, un portrait de cet archétype, de stéréotype de l'antisémite qui est extrêmement, c'est un portrait, c'est l'antisémite français qu'il analyse. Je crois que c'est un portrait génial d'un certain type, presque comme une sorte de personnage de la comédie de l'art, comme un personnage archétypal comme ça de la société, avec une connaissance, je dirais, presque de l'intérieur de Sartre. Et donc, chez Sartre, donc, c'est le regard de l'autre qui définit le juif. Il n'y a presque pas une autre définition, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Je dirais que l'œuvre d'Appelfeld, dans ce sens-là, est une réponse magistrale à Sartre, dans le sens qu'il touche là où l'humain croise, et où la croyance croise et touche l'essentiel. Et le juif qui peut devenir, parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes de violence et de haine stéréotype contre le juif, mais en même temps, ce passage de ce vagabond, de cet autre, de cette juif errant, si je récupère à l'envers le mythe antisémite, chez Appelfeld, le passage de cet étranger, comme Dionys, qui est à la fois l'étranger et l'éros, chez Appelfeld devient une source de mystère, de rappel d'un rêve enfoui, oublié, de quelque chose qui était au fond de l'âme, une certaine lueur de l'au-delà, du visage de Dieu dans le commun. Donc il y a toujours un croyant de l'autre côté qui retrouve sa croyance en voyant cet étranger qui est comme une sorte de révélation pour lui. Et c'est ça qui est très touchant, et je crois que là, Appelfeld touche à quelque chose qui est profondément en Europe, ce visage complexe de l'étranger qui menace ou l'étranger qui est révélation. Et qui, ici, dans cette ère Qatar, dans cette ère de cette région, et on en parlera demain peut-être encore, ce croisement où la révélation peut être croisée de croyances, être nourrie l'un de l'autre, être le mystère qui s'agrandit par ce jeu de miroir, ce jeu de mystère qui arrive de l'autre côté. Je crois que c'est quelque chose qui est très profond dans le livre d'Appelfeld et que pour ça, c'est une lecture extraordinaire à la fois pour un juif ou un israélien qui le lit et qui découvre cette possibilité, et pour un européen qui trouve une sorte de rappel profond de quelque chose en lui. Oui, alors justement, la situation de départ de ce livre, c'est deux vagabonds. Moi, tout au long de la traduction, j'ai été accompagnée par les images de ces dizaines de milliers de réfugiés se pressant aux frontières de l'Europe aujourd'hui. Et c'est pas du tout, moi je ne suis pas partisane de faire des parallèles et de systématiquement ramener le passé au présent. Mais là, ce qui m'a frappée, c'est qu'il va très loin dans l'observation de ce qu'est le dénuement. On a deux héros qui sont vraiment des anti-héros. C'est un vieil aveugle, incapable a priori de survivre seul dans cette période, un vieil aveugle
et un enfant de 11 ans, 12 ans, qui, comme tu l'as rappelé, au départ ne sait même pas grimper aux arbres. Enfin, il a grandi en ville, dans une maison manifestement plutôt bourgeoise, plutôt choyée, proche de ce qu'Aaron Appelfeld a connu. Et puis, il se retrouve confronté aux éléments. Il est confronté à la solitude de l'homme au sein de la nature. La nature qui peut apparaître comme une menace parfois lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut. Et dans ces cas-là, ce sont vraiment les sensations les plus primaires qui surgissent. Mais la nature qui est aussi, comme très souvent chez Appelfeld, une alliée. C'est elle qui prodigue de quoi manger. L'apparition d'un cerisier dans un roman d'Appelfeld semble toujours de l'ordre du miracle, de myrtilles, de champignons, le jour où il trouve... Et il y a quelque chose de très beau dans la répétition des repas, parce qu'on a des scènes qui reviennent tout au long du livre. Ils font un gruau de maïs, parce qu'ils ont de la farine de maïs, et puis ils boivent du thé. Et puis ils refont du gruau de maïs, ils boivent du thé, et ça se répète. Et soudain, ils trouvent des champignons. Et tout à coup, le repas ne ressemble plus du tout à celui de la veille, et semble de l'ordre du miracle. Donc, il y a ce rapport à la nature qui est empreint d'une grande gratitude, mais aussi le rapport aux hommes. Ils sont traités comme des moins que rien, on ne les laisse pas entrer dans les églises, ils font l'aumône à la sortie des églises, donc on est dans les Carpates, comme toujours, hein, la Roumanie, l'Ukraine, selon les époques, en pleine Seconde Guerre mondiale, et la plupart des gens jettent des pierres à ces vagabonds, les considèrent comme responsables de tous les maux. Enfin, le rapport classique à l'étranger, à celui qui est plus bas que tout et qui n'a rien. Et ce qui est très fort dans ce texte, et qui est en effet beaucoup moins présent dans la route, même si l'idée n'est pas de faire la comparaison tout au long de cette rencontre, c'est que de ce dénuement, ce vieil homme et ce jeune garçon vont ressortir non pas en héros ultra puissants, mais vont faire preuve d'une noblesse l'un égard de l'autre. Et dans le regard qu'ils ont sur la vie et sur la destinée humaine, absolument extraordinaire. On a l'impression d'avoir deux princes en face de nous, alors que ce sont deux pauvres hères, et les descriptions sont celles de vagabonds. Ils ont des bâches, des ballots, des haillons. Oui, deux choses que je veux dire. D'abord, entre parenthèses, et en t'écoutant, je me sens complètement obligé de les dire. Et en écoutant ta lecture, je suis une grande amie de Aaron Appelfeld, et on va en parler peut-être après. Donc, on a l'habitude de se voir mensuellement, de gêner ensemble, et puis on lit l'un l'autre. Donc la lecture d'Appelfeld que vous avez pu écouter hier est dans mes oreilles. Et quand on écoute Valérie, c'est cette musique. C'est quelque chose de très rare comme niveau de pureté, de transmettre ce qui est le plus intime dans l'écriture, comme Aaron l'a dit très fortement hier, c'est la musique et la sonorité. Et ça, je me sentais obligée, en possédant les deux langues et en ayant la voix d'Aaron dans mes oreilles, de vous dire que vous êtes dans la meilleure voix possible et imaginable en lisant la traduction de Valérie. Merci. Et donc, pour parler, donc, pour ce que tu as évoqué, écoute, si j'insiste sur le côté mythique, les vagabonds, le pauvre, sont à la fois deux images très fortes dans la chrétienté, et c'est le sauveur qui porte les plaies, et qui est en dehors, parfois le fou du village, tout à fait. Mais c'est aussi le Messie dans les récits juifs. Le Messie est décrit comme le mendiant plein de plaies, assis à côté de la muraille de Rome, et qui est en train de mettre et d'enlever ses pansements sur ses plaies. Donc là, on touche, et c'est le Messie. Et c'est l'espoir, et c'est le temps qui vient. Donc il y a toujours, dans le deux nouveau, dans les deux cultures, cette figure profonde dans la subconscience collective
du pauvre, de celui qui est le paria, celui qui est à l'extérieur de la société, celui qui est à la lisière, ce mot que tu as utilisé, qui rappelle une autre possibilité, une autre éthique, un autre temps, un espoir peut-être inavoué, comme nous sommes tous des mortels, mais l'espoir inavoué de délivrance, etc. Et surtout dans ce moment de séisme qu'Aaron traite, dont le décor est toujours en mimant, mais parfois plus, parfois moins, le décor du temps je sais pas, du déluge ou des grands catastrophes, des cataclysmes métaphysiques et surtout humaines. Là, comment commence de nouveau depuis des profundis presque, une certaine de dénuement que tu as évoqué. Comment commence un espoir ou comment commence une humanité de se ramasser geste par geste, pas par pas, parole par parole et arbre par arbre. Donc comment on recommence après un séisme? Il y a quelque chose aussi qu'il exprimait hier dans le film quand il a dit l'épicentre de l'extermination a été la chambre à gaz, et lui, Aaron, ne s'approche pas de ça. Il y a très peu de moments qui se passent dans les camps, et encore moins. On peut penser à Et la fureur. Un roman d'Aaron traite un tout petit peu de la construction des fours. C'est dans Et la fureur ne s'est pas encore tue. Et la fureur ne s'est pas encore tue est un roman très très puissant, très métaphysique, dans lequel un estropié parvient à survivre, et il est dans un camp. On demande aux prisonniers de construire des bâtiments, et puis il y a parmi les prisonniers un ingénieur qui dit nous sommes en train de construire des fours. Et quelqu'un pose la question, mais pourquoi? Et ça s'arrête là. Et donc il ne s'approche pas de cet épicentre, et je pense qu'il ne s'en approche pas parce qu'il a déjà fort à faire avec la réparation de l'humiliation qui est faite à ces gens pourchassés. C'est-à-dire que chez Appelfeld, il me semble que l'humanisme est si grand qu'il n'affronte pas directement l'inhumanisme qui cherche à... Oui, mais je crois que on peut pas donner une image simplement de l'eau de rose. Non. Ah non, pas du tout. Et donc, dans ce sens-là, je sais que tu ne le penses pas, mais j'aimerais bien peut-être insérer la force aussi d'Appelfeld du grotesque, oui, de la distorsion, donc Badenheim par exemple, 39, donc à l'intérieur, et la plaie, la cruauté, et aussi la laideur. Et là, je vais peut-être raconter, je vais par une anecdote arriver là pour raconter notre rencontre. J'allais te poser la question. Voilà, donc il y a une génération entre nous, et puis, ma première rencontre avec Aaron était par la lecture. Je me sentais très isolé dans la littérature israélienne ambiante. La génération d'avant de Yoshua et de Oz me semblait complètement autre de la voie que je voulais prendre. Et le réalisme israélien m'a étouffé. Et je cherchais toujours, à parler plus des mains peut-être, une sorte d'échappée vers le côté métaphysique. À la fois la langue, etc. Et en lisant même un roman très toche d'Appelfeld, Beishona Ein, je crois que ça n'a pas été traduit, et puis après L'âge de miracle, le temps des prodiges. Le temps des prodiges. Et j'ai tout d'un coup trouvé une âme sœur, et quelqu'un qui cherche pas seulement dans la réalité apparente, mais qui fait la quête toujours presque policier, parce qu'il y a quelque chose de polar dans ce livre, un polar comme Édipe Roi est un polar, mais un polar psychologique. Il faut savoir qui était,
qui était l'assassin, mais l'assassin c'est à l'intérieur de nous. Donc il y a ce polar psychologique, métaphysique, qui m'ont attiré à ce moment-là sans même comprendre pourquoi. Ça m'a pris des années d'écriture pour comprendre mon propre cheminement. Et puis, en même temps, j'en parlerai peut-être demain aussi, j'étais dans une certaine recherche de retrouver le judaïsme qui était complètement caché en Israël, à ce moment-là, qui était tabou dans le milieu littéraire et dans le milieu théâtral. C'était quelque chose qui appartenait aux religieux, aux barbus, au passé, au chapeau noir, etc. Et que surtout, il faut se libérer comme on s'est libéré du shtetl. Et d'une part, et de l'autre part, ce mot qu'on prononce tout de même, la Shoah, était aussi enfoui dans ces années-là, c'était le silence complet. C'est le silence complet, on n'en parle pas, ni à la maison, ni dans la société. Il n'y a que l'héroïsme militaire qui était là, mais qui était unique là, à ce moment-là, de combattants du ghetto de Varsovie, et voilà, et le reste était de lâcheté. Donc dans cette énorme amputation, dans cet énorme silence, à la fois du côté juif et à la fois du côté du passé proche, ce cataclysme qui était comme si rien n'était là, était caché, cet abîme était à côté mais on ne le regardait pas, je trouvais dans la lecture d'Appelfeld quelque chose qui a fait que je frémisse, que je sens, que j'ai entendu une voix qui me parle. Donc à ce moment-là, dans mes recherches poétique aussi sur la tradition juive, pas seulement comme thématique, mais aussi comme structure poétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autres fascinants, d'avant-garde, possibilités d'avant-garde en puisant de formes poétiques? J'ai, dans mon expérimentation théâtrale, à la fois que dans l'écriture, je cherchais ces formes. Donc en 88 et 9, j'ai par un groupe de collègues, d'amis de théâtre avec lesquels je collaborais, je fais un Seder de Pâques expérimental où il y avait une trentaine de personnes autour d'une grande table. Chacun a pu choisir une partie de la Haggadah, du récit de Pâques, pour commenter par sa propre manière. Des peintres par une peinture, des photographes par des photos, et des rabbins par une exégèse, et des gauchistes par un tirade politique, et le gens de droite par un autre tirade politique. Et donc il y avait, et tout ça était en face de la première intifada qui a commencé en 88, qui a commencé à poser des questions: qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, et on fait le ménage entre nous parce que la sortie d'Égypte nous a tous amenés là, donc pourquoi? Et j'ai invité, entre autres, par pur tupé, j'ai appelé Aaron Appelfeld, j'ai dit: monsieur, est-ce que vous voulez bien participer à une expérience un peu étrange, un peu, voilà, il a accepté tout de suite. Le temps qu'on arrive chez lui, ça commençait tard le soir, il y avait une rangée de public, pas de presse, comme vraiment troupe de danseurs surmuets, muets, qui a commencé en enlevant une montagne d'un ton d'herbes amères, de la laitue, etc. Donc le temps qu'on arrive chez Aaron Appel, c'était 1h du matin déjà. Il a parlé, ça mesmérisait le public d'une manière la plus étonnante. Et là, je l'amène parce qu'il y a chez lui, sous cette recherche et sous ce chemin vers la lumière et vers la bonté, une connaissance dans le corps d'un enfant chassé, d'une cruauté humaine sans limite. Donc il a choisi un des versets les plus complexes du récit de Pessah: verse ta colère contre les nations qui ne t'ont pas connu. Qu'on préfère de ne pas dire à nos non-juifs. On les laisse entre nous. Mais c'est là. Il y a, là je parlais de la manière que les choses passent dans l'amabilité. Non, il y a aussi des rappels de grandes souffrances
d'une volonté de vengeance qui n'était jamais un geste réel juif, mais qui était posé à Dieu comme une demande à Dieu. Je ne sais pas si Dieu a commis ces fonctions. Et en tout cas, il a choisi ce verset et il a raconté le récit suivant. Quand la guerre est finie, ça rappelle d'une manière hallucinante ce livre, dans le dernier jour de la guerre, je me suis trouvé avec un vieillard. Un vieillard et moi, c'est nous deux qui nous sommes arrivés jusqu'à la fin de la guerre. On était tous les deux très malades. Les Russes nous ont accueillis, ils nous ont hospitalisés dans un hôpital champêtre. Hôpital de campagne. Hôpital de campagne de soldats russes blessés. Donc il y avait tout un baraque plein de gens amputés, de malades, de blessés russes de l'armée rouge. Et puis au coin, tout au loin, un vieillard et un enfant juif. Et il a dit que tout d'un coup, un sentiment d'étrangeté est monté chez ces soldats qui ont commencé à injurer ce vieillard et cet enfant. Qu'ils ont pris leurs béquilles, ils ont pris leurs verres en tapant sur la table et sur le sol, en appelant mort aux juifs, mort aux juifs, mort aux juifs. Et comme ça continuait, et puis lui était à côté de ce vieillard. À un moment donné, le vieillard a pris son verre, a se tourné vers le soldat, a dit « Vous voyez ce verre? Vous savez bien, les Juifs, ils boivent le sang des chrétiens. Donc si vous continuez, ce sera votre sort. » Le silence complet dans la baraque et on les a laissés calmes jusqu'à la fin. Donc c'est la connaissance, je ne sais pas si ce récit était vrai ou inventé. Comme Appelfeld plus tard a avoué en public dans un groupe que je dirigeais. En tout cas, savoir comment prendre le paranoïa, la peur, la source de la haine de l'autre et de les tourner par sagesse comme une arme qui menace, mais qui libère peut-être aussi. Donc il y a ça aussi chez Appelfeld. Et je crois que pour comprendre ce combat constant à réparer le plaie, il n'a pas peur de toucher aussi au résidu le plus sombre de l'âme, la paranoïa, la peur, la haine et la jalousie, le satanique, qui est l'autre côté du vin et de l'espoir. Donc je pensais mettre ça sur la table comme encore un ingrédient pour la conversation. Ah, c'est magnifique. Moi, ça me laisse sans voix. Mais justement, c'est, enfin, tu nous as emmenés très très loin et tu as rappelé que dans ta rencontre avec Aaron Appelfeld, il y avait ce manque peut-être que tu avais d'une littérature abordant des questions juives et humaines sous cet angle, non pas dans l'esprit sioniste, un peu militariste, héroïque de l'époque, mais en acceptant de regarder justement les hommes dans leur dénuement et pas dans leur dimension héroïque. Justement, moi, je voulais qu'on évoque cette façon, parce que c'est pas forcément toujours connu ici en France. Aaron dit souvent qu'on n'a pas voulu forcément de ces textes en Israël lorsqu'il a commencé à écrire. Certains grands auteurs ont dit de lui « tu nous amènes la mort en littérature ». Donc c'était d'une grande violence. Il rappelle que Ben Gurion traitait les rescapés de poussière d'hommes, donc
un accueil qui était d'une violence inouïe par son désir de déni, de voir cette réalité-là, la réalité dans laquelle avaient été plongés les Juifs d'Europe. Et donc, voilà, j'aimerais savoir comment toi, tu as perçu peut-être les changements. Donc là, on élargit un petit peu, mais tu me diras si tu souhaites le faire. Comment tu as perçu les changements de la relation, du rapport que en Israël on a eu à cette période-là. Alors, bon, le sujet est très très vaste évidemment, hein, mais en passant par Aaron, est-ce qu'il y a eu des moments où on l'a considéré autrement? Est-ce qu'il y a des moments où il a été plus inclus que d'autres? Est-ce qu'il est resté finalement cet écrivain plus européen qu'israélien? À quel point Israël peut intégrer la dimension juive de son histoire? Je crois que c'est une question ouverte. Oui, oui, oui. Elle n'est pas résolue. Je crois que pour ajouter aux voix que vous entendez ici, qui sont tellement riches par ce choix de Valérie d'amener des auteurs et que chacun amène son angle de vue, je ne suis pas sûre si on va être assis entre nous, si on sera d'accord. Je pense que non, et heureusement, heureusement, je crois qu'on ne sera pas d'accord, oui, parce que c'est une culture en marche. Et comme Valérie a dit dans sa conférence d'ouverture, les processus sont très très rapides, très rapides. Donc, et chacun de nous se sent en tête de ligne, peut-être vers une autre direction. Donc, pour le sujet bon, je crois que Aaron Appelfeld se liait, c'est pas par rien qu'il se liait à Kafka et à Agnon. Donc, il y a chez lui le choix à qui il se liait. Et il y avait toujours cette voix en face de la littérature réaliste, immédiate, et on appelle ça, il y a un auteur qui s'appelle Moshe Shamir qui a écrit en 1948 une pièce de théâtre qui parle justement de rapport entre une fille qui est rescapée et un kibbutz. Et son ami, son amant, Elik, donc la phrase c'est Elik est né de la mer, n'a pas de passé, c'est la Méditerranée. Ce sont les enfants de Méditerranée, que je traite aussi dans mon roman Amour sur le rivage, comment même les enfants des rescapés, immédiatement, on y est complètement le passé de leurs parents. Tout d'un coup, ils devenaient des Méditerranéens, comme si les plages d'Ashkelon ou de Tel Aviv, c'était depuis des générations, leur lieu. Le fait que les parents, que la cuisine avait des mille autres odeurs venant de toutes les parts du monde, c'était l'immédiat, et les tubes des années 60 ou les 70, c'était l'immédiat qui était nécessaire, comme une plaie qui doit se fermer. Donc il y a d'abord la croûte. On ne peut pas vivre avec une plaie ouverte constamment. Donc l'urgence d'avoir une croûte. Pour après, plus en plus, d'avoir une cicatrice plus loin, mais d'abord il faut fermer. Donc il y avait ce mouvement contradictoire que je ne critique pas, mais que je comprends, je contiens. Mais avec ça, je crois que dans ce sens-là, Aaron Appelfeld était toujours une voix à part, et il se sent toujours à part. Jusqu'à aujourd'hui, si tu parles avec lui, ça n'a pas d'importance que le nombre de prix qu'il a eu, il est toujours à part. Mais à part, c'est une position par rapport à la société de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui rappelle cet ailleurs. C'est-à-dire que même les auteurs qui sont venus d'ailleurs ne voulaient pas toujours raconter leur ailleurs. Peut-être il faut attendre Moshe Sakal qui parle d'ailleurs de Damas, que ça a pris tellement d'années pour que les juifs orientaux parlent de leur ailleurs. Parce que c'est un tabou au début. Mais pour arriver jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui encore, la société israélienne est une société dans laquelle les souterrains sont énormes. Et la plupart du temps, ces souterrains sont mus et cachés. Les gens ne le partagent pas. Et là, je peux parler d'une expérience que j'étais poussé à faire, qui faisait partie peut-être de cette amitié avec Aaron Appelfeld. Une génération plus tard, j'en parlerai demain,
je l'ai vécu à la maison des côtés de ma mère, et les silences, et l'abîme, et le métaphysique du non-parler. Donc, d'une certaine manière, l'amitié avec Appelfeld était une amitié avec... je l'ai dit à lui dernièrement, et lui, il me dit ça toujours, donc je l'ai dit enfin, je l'avoue. Mais toujours Appelfeld me dit, Aaron, mais tu avais un frère. Tu avais un frère. Et mon frère aurait eu l'âge d'Aaron Appelfeld, s'il n'était pas gazé à Auschwitz. Donc il y a là aussi le mystère que je n'ai pas osé de dire depuis jamais j'osais le dire à Aaron. C'est lui qui m'a rappelé ça, parce que je trouvais ça bon marché, mièvre, je ne sais pas, ou je n'ai pas osé de l'avouer, mais il y a ces liens. Et poussé par ça, je me sentais qu'il y a cette plaie dans la société israélienne. Et que cette plaie est encore jusqu'à aujourd'hui. Et qu'elle est peut-être la source de beaucoup de clivages à la société et de beaucoup de refus et de rejets. Je crois que le non-parler de la destruction du shtetl, il faut penser que 90% du peuple juif était à l'Europe de l'Est à la fin du 19e siècle. Donc la disparition du shtetl, d'abord, bon, et le sionisme qui veut le détruire. Et puis après, cette révolution contre le vieil monde devient le cauchemar qui est réalisé par les autres. Donc imaginez-vous ce refoulement de sentiments de culpabilité sans borne, que d'abord on veut rompre avec les parents, et puis après les parents et les grands-parents disparaissent, sont assassinés. Donc il y a ce non-dit dans la société israélienne qui, à mon avis, est la source de non-dit vers les juifs orientaux et le non-dit et le refus vers les arabes. C'est une fois qu'on rejette soi-même, on rejette les autres. Et dans mon rôle d'écrivain, j'ai toujours senti, comme Aaron, la nécessité, chacun dans sa manière, de dire la plaie. Aaron dit toujours, nous sommes une société qui a beaucoup souffert, qui est très malade, qui est blessée. Nous ne sommes pas les sabras costauds, ça c'est le vernis. Derrière, il y a des grands plaies, des grandes blessures. Et comment donner une remède à ça? Et il y a quelques années, j'ai fondé à Jérusalem un groupe pour parler, deuxième génération, de la transmission de la mémoire, puisque nous n'avons pas, comme la première génération, la mémoire. Et le premier invité était Aaron Appelfeld. Et Aaron Appelfeld, qui a parlé avec ce groupe, a dit, voilà, et là, c'est sa transformation extraordinaire. Il a dit, pour moi, et ça c'est... je peux le lire, on est sorti finalement, bon, je vais en parler après, mais donc il y a une citation d'Appelfeld dans ce travail presque, disons, de pièces pour le public, pièces exécutées par public, donc il y a, est-ce que je l'ai lu en hébreu? Lis en hébreu, oui. זיכרונות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אני מקווה שזה לא יפתיע אתכם. הזיכרונות האלה קשורים אצלי בהרבה אהבה. אין סוף אהבה. Je te laisse peut-être. Tu veux traduire en même temps? C'est une phrase que je l'ai entendue. Oui, enfin que je l'ai entendue à Paris aussi. Aaron dit que les souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale sont, et cela va peut-être vous surprendre, liés pour moi à l'amour, à beaucoup d'amour. Et il continue de raconter l'amour qu'il y a eu au ghetto entre les mères, les enfants, entre les enfants et leurs grands-parents, la manière que quelqu'un savait dire un mot à quelqu'un d'autre, à donner une miche de pain. Et il détermine à dire, j'aurais pas pu écrire si je restais avec le souvenir de la méchanceté humaine. Je peux écrire seulement en partant de l'amour. Et cette citation est centrale dans un travail donc, que j'appelle peut-être une continuation dans son œuvre, dans le jour de la commémoration de la Shoah en Israël. Les gens, bon, c'est un jour où tout s'arrête. Donc on est sorti avec une sorte de nouveau, une sorte d'agada, une sorte de texte comme pour le Seder, que les gens peuvent dire en groupe et qui passe donc de la destruction
dans la même quête qu'Appelfeld, vers l'humain. Ce qui est extraordinaire, c'est que on avait élargi la définition de nouveau. C'est pas simplement ceux qui est exterminé, c'est la menace d'anéantissement qui guettait chacun comme étranger, juif comme étranger. Donc tout d'un coup, les juifs orientaux qui toujours pensaient que la Shoah c'est quelque chose d'Ashkenaz, parlent de leur communauté, de leur passé, de leurs parents. Ça devient un moment où les gens disent des noms de leur famille. Je l'ai déjà exposé à des centaines de personnes, et des instituteurs, des professeurs, des gens, et les gens sont en pleurs tout d'un coup parce que ces souterrains mu sort d'un coup et sort en groupe. Et puis il y a une prière spéciale pour le juste parmi les nations. Rappeler justement pour revenir à Sergueï. Et comment est émouvant quand je sors de mon gîte à la Grâce. La première image que je vois, c'est une plaque sur une maison, sur juste des nations qui ont caché de juifs avec leurs noms, comme une révélation de cette bonté humaine qui peut-être, ce séisme qui a secoué le peuple juif, mais qui a secoué l'Europe, c'est que toute la tradition, qui est une question ouverte à nous tous. Et c'est ce qu'Appelfeld rappelle dans ce livre, et qui essaie de remédier, mettre Sergueï et l'enfant ensemble. C'est peut-être notre œuvre et notre rencontre. Merci beaucoup, moi j'applaudis.